voudrais revenir sur la question de la francophonie, de la francologie, de la domination et de la présence française dans le monde. Et je voudrais développer une idée un peu nouvelle pour moi, c'est celle du franco-américanisme. Je pense que nous sommes dans une société, dans une situation franco-américaine. N'oublions pas d'abord que les États-Unis, la langue principale des États-Unis, c'est la langue anglaise, et que la langue anglaise est puissamment et fortement et massivement marquée par une quantité ahurissante de mots français. Deuxièmement, il y a des liens historiques entre la France et les États-Unis. Pendant les deux premières guerres mondiales du XXe siècle, les deux guerres mondiales du XXe siècle, les États-Unis sont venus renforcer la France en 1917 et en 1941-44. Et troisièmement, il y a une présence française en Amérique du Nord, à la fois par le canal du Québec et deuxièmement par la présence française qui a laissé des traces en Amérique, aux États-Unis, à travers la Louisiane notamment, à travers la ville de Nouvelle-Orléans, de New Orleans, à travers le mot Louis lui-même, qui renvoie bien sûr au roi de France, Saint-Louis par exemple. Saint-Louis, c'est une ville importante des États-Unis. On pourrait citer d'autres villes d'une toponymie francophone assez importante aux États-Unis, Des Moines, Bâton Rouge, Détroit, etc. etc. Et bon, bien entendu, au Canada, il y a aussi des noms comme ça. Enfin, Montréal, ça veut dire le Mont-Royal, en ancien français, etc. Et on pourrait continuer comme ça, Trois-Rivières. Et il y a là un ensemble franco. Alors, au début, je disais franco-britannique, mais finalement, je crois que, vu le poids relativement faible par rapport aux États-Unis des Britanniques, je préfère parler d'un franco-américanisme ou d'un franco. Une situation d'ailleurs qui serait, en fin de compte, la situation de l'Atlantique Nord, pour revenir au terme de l'OTAN. Le français est la langue je dirais le mot langue est à dire un peu le ciment et le vecteur de la civilisation occidentale. Alors, certains sont atteints par une sorte de maladie qui consiste à dire ça c'est le passé, aujourd'hui c'est autre chose. Voilà, cette négation du passé qu'on voit à propos du christianisme par rapport au judaïsme, etc. Le passé, il est pérennisé, le passé, il continue à exister parmi nous, il continue à être le fondement de ce que nous sommes, il n'est pas à évacuer. En tout cas, la France n'a pas à épouser ce genre de raisonnement un peu pervers, qui consiste à dire, voilà, c'est autrefois, c'est à dire un raisonnement aussi féministe, disons, voilà, bon, autrefois il y avait les hommes, maintenant c'est plus comme avant, etc. Et d'ailleurs, j'écoutais tout à l'heure un débat entre Michel Onfray et Régis Debray, arbitré par Jean-Pierre Chevènement, dans sa structure qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, et l'athéisme, c'est une forme d'antisémitisme, c'est une forme d'antijudaïsme, l'athéisme. Façon de dire, oui, bah, finalement, d'ailleurs c'est un antijudaïsme chrétien. Les chrétiens qui disent, mais finalement, au fond, nous, on n'a pas vraiment le vrai Dieu, c'est les Juifs qui l'ont, donc on n'a qu'à dire qu'il n'y a pas de Dieu. Comme ça a fait penser au jugement de Salomon, avec deux femmes, dont l'une a perdu son fils et l'autre n'a pas. Et alors, finalement, comme celle qui a perdu son fils, elle dit, bah, finalement, on va tuer le fils restant, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Bon, tout ça, ça me paraît très malsain. Alors, revenons à cette dimension coloniale, cet empire français qui recouvre non seulement donc son emprise linguistique
à travers justement le monde anglo-saxon. Mais comme on sait, le monde anglo-saxon, il a débordé sur un très grand nombre d'autres pays, donc finalement. Et puis d'autre part, il y a la présence française en Afrique, qui est considérable, et avec les colonies françaises, avec les protectorats français qui ont laissé des traces, là encore, qui n'appartiennent pas à un passé révolu et disparu, c'est ridicule. Et il est intéressant de remarquer, par exemple, que pendant la Seconde Guerre mondiale, on a eu cette espèce de jonction entre les deux colonies françaises. D'un côté, la colonie américaine, anglo-saxonne, et d'autre part, la colonie d'Afrique du Nord. Et le débarquement anglo-saxon en Afrique du Nord en 40, hein, et c'est la jonction entre ces deux empires, entre ces deux branches de l'Empire français. La branche anglo-saxonne qui vient s'installer dans les colonies françaises africaines et qui va, dans les deux sens, apporter son soutien à la métropole française, à Paris notamment. Paris qui est quand même le cœur de tout ce processus. Donc, voyez-vous, il y a des actes symboliques comme ça qui sont extrêmement intéressants. Je rappellerai aussi le rôle qu'a joué la France dans la naissance même des premiers États-Unis, des 13 premières colonies, avec notamment le traité de Paris de 1763, avec Lafayette, n'est-ce pas, avec Benjamin Franklin qui est ambassadeur des États-Unis sur la Révolution, etc. Et puis il y a Napoléon qui a cédé la Louisiane à ces États-Unis naissants au début du XXe siècle, du XIXe siècle. Et tout ça, ça fait un ensemble extrêmement impressionnant. Et donc Paris est à l'épicentre de ces deux grands processus qui sont d'un côté la francophonie africaine. On sait qu'elle est promise à un avenir remarquable du fait de la démographie africaine, et le français est une langue majeure pour l'unification africaine, puisque il y a énormément de dialectes, il y a des centaines de dialectes par pays. Et d'autre part, Paris est aussi le centre de cette langue française, même quand elle n'est plus formulée sous le concept de la grammaire française, mais les mots français continuent à être là, et on a un débat linguistique évidemment sur ce sujet. Qu'est-ce qu'une langue? Est-ce que c'est une grammaire? Est-ce que c'est une sémantique? Ou est-ce que ce sont des mots? Et le phénomène Nostradamus, auquel je m'intéresse beaucoup, montre bien, le phénomène centurique, parce qu'en fait, c'est pas vraiment Nostradamus, le phénomène centurique montre bien que ce qui est important, c'est les mots, c'est le poids des mots. Maintenant, comment on les comprend, comment on les relie entre eux, comment on les conjugue, comment on les décline, ça c'est presque un épiphénomène, c'est contingent. La France fournit un matériau lexical absolument majeur, que ce soit par le biais de la langue française elle-même, quand elle est parlée en tant que telle, que ce soit par le biais des emprunts au français qu'on peut observer, non seulement d'ailleurs en anglais, mais également en allemand, mais également en néerlandais, et dans bien d'autres langues, comme le russe ou comme le turc, sans parler de l'influence française dans les dialectes nord-africains, influence orale, mais qui n'empêche réelle. Alors donc finalement, non, je crois que ce serait une erreur d'ignorer la réalité de la présence française à travers les siècles, tout comme ce serait une erreur d'ignorer la réalité juive au sein du judaïsme. Certains disent on n'est pas dans une situation judéo-chrétienne. Si, on est dans une situation judéo-chrétienne. Parce qu'il n'y a pas de christianisme sans le judaïsme. Et donc le fondement même du christianisme, c'est le judaïsme, d'autant plus que le christianisme est en partie mimétique par rapport au judaïsme. Et je terminerai en disant que le parallèle, qu'il y a un autre peuple que le peuple juif
qui a aussi un rôle fondamental au niveau des religions monothéistes. C'est d'un côté donc le peuple juif, de l'autre côté le peuple arabe. Et quand je dis le peuple arabe, je ne parle pas des musulmans. Les musulmans sont au peuple arabe ce que le christianisme est au peuple juif. Et donc il y a une communauté, il y a une gémellité entre le peuple arabe et le peuple juif, deux peuples qu'on dit sémitiques, deux peuples qui parlent une langue sémitique, deux peuples qui s'inscrivent, qui s'ancrent dans le Moyen-Orient, la péninsule arabique, le croissant fertile, etc. Et voilà un peu, il faudrait, alors, pour revenir à ce débat qui apparaît tout à fait surréaliste entre Michel Onfray et Alice Debray, il passe complètement à côté des vraies problématiques. Hein. Il nous dit c'est la fin de ceci, c'est la fin de cela, mais c'est très superficiel. Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus en disant que voilà des auteurs tout à fait respectables et respectés qui, finalement, il leur manque la capacité à décrypter la réalité historique